Bon, alors j'ai presque piégé Francesco quand il est arrivé parce que, voilà, on s'est vraiment littéralement rencontrés il y a 2 minutes pour C'est la ça, première fois. 2 minutes et demie peut-être. Tu vas parler plus près du micro si tu veux bien d'ailleurs, vraiment la bouche dans le micro quasiment, donc tu peux le rapprocher de toi ou te rapprocher du micro. Donc je lui ai même pas demandé, mais a priori ça s'entend. T'es pas totalement français toi, si Non, je suis italien à la Ok. base. À la fois un Francesco Manegatti, bon, je me suis dit tu vas pas être suédois, Non. quoique tu es presque blond vénitien, non, c'est ça? Ouais, bah alors disons, j'habitais pas trop loin de la frontière. Ok. En Italie, je viens de Turin. Ok. Du coup, vraiment très très près de la frontière. Après, bon, j'ai appris le français en arrivant en France. Avant, je l'avais jamais appris. Du coup, ça faisait une belle expérience en tout cas. Est-ce que tu connais ça me fait toujours marrer parce que tu sais, on a cette idée de l'italien ou de l'espagnol toujours brun aux yeux marrons quand même, un Oui, peu. voilà, je parlais très méditerranéen quoi. Et le trait méditerranéen, comme tu dis, il y avait un film avec Christopher Walken, je sais plus, il faut que je retrouve ce nom, où dedans, en fait, il dit mais non, mais regarde, les vrais Italiens, ils sont blonds aux yeux bleus. Et en fait, c'est juste parce que la mère de ta mère s'est fait baiser par des Arabes ou un truc comme ça, en fait. Et c'est le truc hyper violent à la. Et donc, voilà, je valide rien de tout ce que je viens de dire, mais c'est dans un film, c'est une référence, et donc ça me fait toujours marrer de voir. Sympa. Francesco, on va parler super technique, on va parler levée de fonds. Vous venez d'annoncer une levée de fonds assez importante sur un univers qui est quand même waouh. Moi, j'ai essayé, tu vois, de pas trop comprendre jusqu'à ce que je te rencontre. Maintenant, je vais essayer de comprendre Mhm. ce que vous faites. Ce que je vois, c'est que vaguement, vous êtes sur des semi-conducteurs, des cartes sur lesquelles les jonctions sont plus faites par du plomb, du cuivre, voilà, c'est ça, mais plutôt faites par de la fibre optique. Voilà, on peut dire comme ça, c'est parfait, c'est une très belle introduction. J'ai presque compris. Tu vois. Voilà, tu vas m'expliquer à quoi ça sert tout ça. Avec grand plaisir. Mais avant, raconte-moi juste. Je vois que tu as 2 cofondateurs, c'est ça? C'est ça, Vous êtes 3. T'es le plus jeune je suis le plus jeune. et t'es le effectivement. CEO. Et je suis le CEO. Comment t'as fait? Tu les as arnaqués? Bah alors, l'histoire avec mes cofondateurs a commencé dans un laboratoire de recherche Ok. au Centre de nanosciences et nanotechnologie. C'est un labo du CNRS sur le plateau de Saclay où j'ai fait ma thèse. Alors Ok. effectivement, la première rencontre, c'était avec Fabrice, Ok. Fabrice Ranieri, qui était mon encadrant de thèse, justement. Et c'est avec lui que je commençais à découvrir cet univers de photonique, de composants très miniaturisés, très petits, qui sont capables de créer un signal lumineux. Et j'ai travaillé sur ces composants tout au long de ma thèse. Et durant ma thèse, vers la fin, j'ai rencontré Bruno, qui était un post-doctorat dans le même groupe de recherche, Ok. qui se focalisait sur des activités un peu en parallèle. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et, Fabrice Ranieri, Bruno Garbin. Bruno c'est ça. Garban, Ouais. exactement. Et, et du coup, c'est vers la fin de ma thèse que j'ai commencé à avoir cette idée de continuer, disons, l'activité de recherche pour la valoriser, parce qu'on avait des résultats magnifiques et surtout, on comprenait qu'il y avait un vrai besoin dans le marché, dans notre vie de tous les jours, hein, avec l'explosion de l'IA, etc., d'une telle technologie de pointe. Et c'est là que alors, l'idée d'Encoding a commencé à voir la lumière, on peut dire. Quand tu me dis l'explosion de l'IA, c'est lié au GPU et à tout ce dont on parle actuellement, Exactement. Nvidia, tout ça, ouais? C'est ça, oui. Effectivement, avec l'explosion de l'IA, il y a un besoin de plus en plus important de ressources hardware capables d'avoir des puissances de calcul sans précédent. Alors là, Nvidia sont carrément les leaders du marché avec leur GPU. Et le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, il faut comprendre comment on peut continuer à augmenter cette puissance en calcul, parce que le besoin en capacité de calcul continue à augmenter de façon exponentielle, et l'hardware électronique n'arrive pas à suivre avec la même pente, disons, cette augmentation du besoin. Et c'est là que le goulot d'étranglement est imposé par les interconnexions électroniques. Du coup, comment on échange les données entre les entités électroniques dans un processeur. Le cuivre a été magnifique pour beaucoup d'années parce que c'est très peu cher, c'est très robuste et très fiable. Mais maintenant, avec ces architectures qui sont de plus en plus complexes, c'est effectivement la plus grande barrière. On n'arrive plus à suivre le même niveau d'augmentation de performance comme il y a quelques années. Alors c'est marrant parce que en t'écoutant, finalement, je connecte les dots. Tu te dis, en effet, je comprends que donc la fibre qu'à un moment on a installée chez moi
comme on appelle ça, pour Internet, la fibre optique, Mhm. pour aller beaucoup plus vite que la DSL, c'est qu'il n'y a plus de cuivre non plus d'ailleurs. Hein. Donc on a supprimé le cuivre pour mettre quelque chose qui va beaucoup plus vite. Mhm. Et toi, tu es en train de te dire, bon, bah ça, c'est sur des grands réseaux. Et toi, tu t'es dit, mais oui, mais à l'intérieur d'un ordinateur, à l'intérieur d'une carte, il y a toujours du cuivre et je dois pouvoir aller beaucoup plus vite. Exactement. Alors, Ok. ce qu'on est en train de faire, c'est de miniaturiser la fibre à l'intérieur des processeurs. Du coup, maintenant, on a vu ce passage effectivement vers la fibre optique pour avoir beaucoup plus de capacité en download dans les réseaux, dans notre réseau à la maison. Et maintenant, avec l'IA, où le besoin en puissance de calcul est beaucoup plus élevé, notamment en termes de bande passante, de transfert de données, c'est là qu'on s'est dit comment on peut remplacer ce cuivre dans les processeurs. Le cuivre, c'est quand même assez simple. C'est-à-dire que même moi, j'ai dû faire à l'époque, on appelait ça l'EMT, mais en technologie au collège, je crois que j'ai même moi-même imprimé des cartes C'est très probable, ouais. en cuivre, puis on rajoutait des petits trucs en faisant fondre du cuivre et des choses comme ça, Voilà, on refaisait des PCB. jonctions. Exactement. Donc moi qui ne suis pas un grand scientifique, et donc c'est simple, je veux dire, et c'est pas cher. Exactement. Alors que j'ai quand même l'impression que la fibre, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Alors, ça va. Disons, ça va, dans le sens que quand je parle de fibre, pour nous, c'est presque une métaphore, hein, dans le sens que nous, on n'utilise pas la fibre optique comme on la connaît. Ok. Dans ces réseaux, dans ces processeurs intégrés, ce qu'on utilise, c'est c'est du silicium. C'est rien de plus compliqué que ça. Et c'est une technologie qu'on appelle guide d'onde. C'est l'équivalent pour transmettre l'information lumineuse, mais au niveau nanométrique. Guide d'onde, c'est guide ça. d'onde, exactement. Un guide comme un guide. Voilà. Qui guide de okay. l'information, disons, lumineuse. Okay. Et, donc il n'y a plus de. Ça veut dire, comme un peu dans la fibre, ou quand tu dis onde, ça veut dire qu'il n'y a plus forcément un conducteur physique, mais c'est un... C'est physique parce que c'est du silicium. Okay. Il faut l'imaginer comme une piste, pas en cuivre, mais en silicium, qui est capable de confiner non pas les électrons, mais la lumière, du coup les photons. Okay. Et ça, c'est vraiment la circuiterie passive, disons, pour transmettre l'information tout au long de ce système intégré. Du coup, on parle de distance de quelques centimètres. Et ça, par rapport au cuivre, ça a un avantage clé, parce que le cuivre, au contraire, il est capable, pour les fréquences auxquelles on travaille aujourd'hui, de transmettre l'information sur quelques millimètres, pas plus que ça. Alors, quand on parle de scalabilité de ces processeurs, c'est-à-dire augmenter la puissance en calcul, intégrer de plus en plus d'entités électroniques, plus de cœurs pour les CPU, de mémoire, etc., c'est là qu'il y a un vrai besoin de transférer l'information non plus sur quelques millimètres, mais aussi sur plusieurs centimètres. Et alors, c'est là que notre application photonique trouve un use case vraiment clé. Ça veut dire que tu vas faire des cartes qui sont plus grosses, en fait, c'est ça? C'est ça. Mais qui sont beaucoup plus rapides. Exactement. Okay. C'est des puces qui sont capables du coup de transférer l'information beaucoup plus rapidement, de façon énergétiquement plus sobre, et d'interconnecter de plus en plus d'entités électroniques. Disons qu'à terme, la vision, c'est de pouvoir intégrer la puissance des calculs presque dans un superordinateur entier dans une seule puce. Ça ne sera pas une puce petite comme on est habitué à les voir, ça sera des puces bien plus grandes. Mais... Et alors, ça, c'est possible notamment, j'imagine, tu me dis si je dis des conneries, mais avec le cloud. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin d'avoir des ordi de plus en plus petits, des smartphones de plus en plus petits, des puces de plus en plus petits. Mais toi, nécessairement, tes puces, elles ne seront pas forcément... grand public, etc. Elles seront stockées quelque part dans des data centers ou des choses comme ça, et elles feront tout le calcul. Et moi, je les réceptionnerai chez moi. J'ai pas forcément besoin absolument tout de suite d'une miniaturisation qui viendra peut-être plus tard d'ailleurs. Tout à fait. Typiquement, quand on parle de technologies innovantes, notamment hardware, la première plage de débarquement, on peut dire, c'est effectivement les applications de calcul haute performance. Alors, dans les centres de données, les superordinateurs, pas forcément dans nos portables, dans nos ordinateurs. Mais effectivement, après quelques années, une fois que la technologie a été standardisée et surtout que le coût a été mitigé pour une production de plus en plus massive, même si déjà pour le calcul haute performance, pour le cloud, on parle de volumes déjà très importants. Alors c'est à ces points-là que ces technologies peuvent débarquer aussi vers du consumer. Et ça chauffe moins ?
Ça chauffe moins, ça chauffe pas en vrai. Ah, donc il n'y a plus besoin de ces... parce qu'on dit que ça consomme énormément d'énergie, souvent c'est ce qui consomme... Enfin, quand ça consomme de l'énergie, ça chauffe. Oui. Donc alors, c'est lié, t'as pas besoin de de ventiler ou de... Si, quand même. Alors, pour spécifier, c'est la partie interconnexion optique, ça chauffe pas. Néanmoins, toute la partie calcul, alors traitement de l'information qui restera via l'électronique, ça sera fait toujours via l'électronique. Alors ça, effectivement, ça continue à chauffer. Mais néanmoins, on vire toute une partie d'interconnexion électronique qui contribue au réchauffement du système. Et ça, c'est un des points aussi de blocage pour l'électronique parce que ils sont obligés, les fabricants, à arrêter complètement l'opération de ces processeurs une fois que la température dépasse les 100 et quelques degrés. Okay. Alors là, ils doivent complètement arrêter pour faire refroidir le système et le relancer. Et ça s'est traduit en quoi? En perte de temps, et en perte d'argent et en perte de performance. Et justement, remplacer une partie de ces composants qui contribuent au réchauffement via l'optique qui au contraire ne chauffe pas. Alors ça aussi, ça va mitiger ce réchauffement, le besoin en énergie pour refroidir ces systèmes aussi potentiellement. Très clair, merci. J'y vois beaucoup plus clair. Francesco, toi, donc si je comprends bien, vous êtes retrouvés tous à Saclay, tu m'as dit. Hein, c'est ça, à Palaiseau pour la précision. À Palaiseau. Et là-bas, vous bossiez ensemble alors, en tant qu'élève et professeur, c'est ça? Toi, c'était quoi, un doctorat ou un... Non? J'étais un doctorant, ouais. Ok, donc tu as eu ton doctorat? J'ai eu mon doctorat en 2021. Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler docteur, alors... Bah non. C'est que c'est en Allemagne qu'ils adorent ça, que quand t'es docteur, même en marketing, il faut t'appeler docteur. Docteur, c'est important. Merci, docteur Gatti. De rien. Et donc, vous vous retrouvez là-bas, vous faites des recherches, vous testez des trucs. Ce qui me questionne toujours dans ces projets, là, vous levez 3,5 millions. Exactement, actuellement. 3,5 millions. Où est-ce qu'on en est dans tout ça? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est à l'état de recherche? Est-ce que c'est industriel? Est-ce qu'il vous faut une gigafactory pour en faire plein? Tu peux m'expliquer un peu dans le projet de développement de Encoding où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que vous êtes seul d'ailleurs à faire ça? Est-ce que c'est breveté et c'est sécurisé? Oui, bah alors il y a plein d'aspects à considérer justement. C'est une technologie brevetée, effectivement, qu'on a brevetée durant notre carrière académique, quand on a développé les briques de base, disons. Et maintenant, c'est la phase où il faut accélérer le développement R&D parce qu'il y a encore pas mal d'étapes R&D à valider. De toute façon, quand on parle d'innovation, pour qu'elle puisse pénétrer dans le marché, il y a du dérisquage non seulement commercial, évidemment, mais aussi technologique à valider pour faire en sorte qu'elle puisse être industrialisée. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. On est en phase de pré-industrialisation, on l'appelle, c'est-à-dire montrer la faisabilité de ces technologies dans un site qui a les moyens et les lignes de production comme l'électronique, les lignes qu'on appelle CMOS, et pour montrer qu'effectivement c'est une technologie viable, fabricable sur des wafers de 300 mm. Et ça, c'est la clé pour mitiger les coûts, faire en sorte que ça soit reproductible vers le haut volume. Et ça, ce site, alors moi j'ai reçu récemment, ça te parle Verkor? Verkor, c'est un Français qui fait des batteries, qui a levé 600, je sais plus, qui a levé 2 milliards, je crois, au total. Et il fait une gigafactory dans le Nord. Mais avant de faire sa gigafactory dans le Nord, il a fait une mini-factory à Grenoble. Pour faire pour faire son POC en fait, qui seront des batteries qui seront probablement jamais vendues, celles de Grenoble. Donc déjà il a dépensé peut-être quelques dizaines de millions pour faire sa factory. Il a prouvé, il a fait son POC, il a montré que ses batteries étaient bien, et là maintenant il les développe près de Dunkerque, où il va faire une gigafactory qui lui coûte des centaines de millions. C'est un peu ça, c'est-à-dire que là, vous allez développer votre première ligne de prod ou vous produisez chez d'autres? Alors nous, on veut sous-traiter, justement, de produire chez d'autres pour minimiser les capex, parce qu'effectivement, si pour des gigafactories, pour les batteries que tu mentionnais, il faut des centaines de millions, pour les gigafactories des processeurs CMOS, on parle de plusieurs milliards. C'est vraiment très, très, très cher. Et pour cela, il y a déjà des gigafactories un peu partout dans le monde qui ont des moyens pour produire. Dans le monde ou à Taïwan? Alors Taïwan, mais TSMC évidemment c'est les plus grands. Il y a Samsung, il y a Intel Foundry aussi, sont les plus actifs dans ce secteur. Et c'est pas un secteur qui est un peu, je dirais, dirty sur le côté piratage industriel, etc. Si tu commences à faire ça en
en Chine, j'allais dire en Asie, mais tu risques pas juste de te faire piquer ta techno et puis... Alors, disons que TSMC n'est pas si proche de la Chine comme vers les États-Unis. Oui, mais Taïwan se rapproche de la Chine, Alors là, de jour en jour. On parle après des jeux politiques, effectivement. Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement. Mais principalement... c'est vrai, il y a les accords qui se font avec ces gros industriels doivent être basés sur une propriété intellectuelle ultra solide et sur des contrats juridiquement bien costauds pour faire en sorte que effectivement le savoir-faire technologique et la secret sauce, qu'on peut l'appeler, reste propriétaire de la boîte qui la propose, dans ce cas Encoding. Et ça se fait, disons que dans ce domaine, en tout cas, la victoire ou l'échec d'un projet passe par les partenariats, tout le temps, dans ce secteur. Et c'est pour cela qu'il faudra être stratégiquement fort pour établir les bons partenariats stratégiques avec les bons acteurs. Et là-dessus, vous avez quelqu'un qui... alors, je vais même poser d'autres questions avant là-dessus, mais j'aimerais comprendre juste avant cette levée de 3,5 millions et juste après... donc où est-ce que vous en étiez et où est-ce que vous allez aller, tu vois, qu'est-ce qui a fait que parce que j'imagine alors je crois savoir qu'on fait bien notre travail chez OVNI, mais j'imagine que quand même là-dessus, moi tu me racontes ça, je me dis bon, il a l'air super Francesco, en plus il a toute la street cred qu'il faut, et puis il a son professeur Fabrice qui a déposé 4 brevets, qui a 80 articles, bon super, ils veulent de l'argent, j'y vais, mais honnêtement, c'est vague, c'est flou, c'est le brouillard, tu vois. Comment vous arrivez à prouver, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent, où est-ce que vous en étiez, où est-ce que vous en êtes avant cette levée? Alors, avec cette levée, notre plus grand milestone, c'est montrer un MVP, donc un Minimum Viable Product de notre technologie, c'est-à-dire les liens optiques complets. C'est-à-dire que jusque maintenant, c'est que sur du papier? Jusqu'à maintenant, on a des composants, on a des preuves de concept en tout cas, sur les composants innovants que nous avons développés durant la recherche. C'est les composants qui font la conversion du signal électronique vers le domaine électronique au domaine optique et vice-versa. C'est ces nanoconvertisseurs, disons, qui sont essentiels pour faire en sorte que deux entités électroniques puissent parler entre eux. Okay. Et alors ça, nous avons déjà montré qu'ils ont toute une série de performances qui sont très bien, sont très petits. Et ça, c'est la clé pour débloquer effectivement l'intégration dans des systèmes où la densité d'intégration est très importante. Et ça, on l'a déjà prouvé. Maintenant, ce qui reste à prouver, c'est effectivement, est-ce que ces deux composants, si on les met ensemble, se parlent entre eux et sont capables de fonctionner à une certaine fréquence, et du coup de transférer un certain nombre de données. Est-ce que ça marche plus de 2 jours, ou est-ce que ça marche... Et voilà, ça, est-ce que c'est fiable, est-ce que... Tout à fait. Ça, c'est la partie pour l'industrialisation, après, qui est importante à prouver. Et ça, aujourd'hui, toi, tu le sais que ça va marcher, ou tu penses très fort que ça va marcher? Je sais que ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce que nous avons déjà validé toutes les étapes techniques pour faire en sorte que ça puisse marcher. Maintenant, c'est de l'exécution. Alors, c'est maintenant où on doit être fort, et c'est le sujet sur lequel on est en train de travailler, c'est comment accélérer le plus possible, comment le faire dans le moins de temps possible. Parce qu'après, les imprévus du marché sont toujours derrière les coins. Il faut être capable d'arriver à montrer rapidement que la technologie est fonctionnelle, que ça répond aux besoins des clients, pour ensuite démarrer toutes les étapes de dérisquage commercial avec nos partenaires. Quand je vois une équipe comme celle-ci, vous avez combien de personnes avec vous, en plus de vous 3? Nous sommes aujourd'hui 7 en total, et en octobre, on sera 15. Et Bruno et Fabrice bossent à plein temps sur Encoding? Bruno à plein temps, et Fabrice a pourcentage audit. Il est toujours professeur des universités. Okay. Je me dis, bon, c'est super, mais... qui est-ce qui fait le business si vous ne savez pas faire du business? Vous êtes des chercheurs. Alors, disons que c'est moi qui maintenant a passé complètement de l'autre côté de la table. Du coup, je fais du business development. J'ai fait dans les dernières 3-4 ans pas mal de formations justement pour acquérir les compétences complémentaires pour être au lead de ce projet. Et du coup, je fais des formations à HEC, à Centrale, Supélec, dans ces grandes écoles. Et en même temps, disons que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui s'apprend sur les terrains, de toute façon. Et effectivement, c'est ce que je remarque le jour par jour. Rencontrer les gens, les clients, les partenaires, les fournisseurs, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, et où je vois que
on arrive à parler le même langage, même si je viens d'un domaine scientifique. Et ça, du coup, c'est moi qui s'occupe de cette partie-là. Néanmoins, on est en train de recruter aussi un business developer expérimenté, parce qu'après, dans ce secteur, il faut avoir des gens qui ont les connaissances. C'est un secteur quand même plutôt de niche, hein, du point de vue du nombre des acteurs, très riche, mais de niche, disons. Et c'est pour cela qu'il faut avoir des collaborateurs qui connaissent les dynamiques, qui connaissent déjà les acteurs potentiellement, et qui soient capables de vendre à des acteurs qui sont très capables d'acheter, comme les Nvidia, les Intel, les Qualcomm, les AMD. Non, mais c'est super. Déjà, bravo d'avoir aussi su transférer tout ça. Puis si tu fais cette levée, c'est que tu sais aussi rassurer, donc convaincre, et donc faire du business, ça c'est super. C'est vrai que je me dis, quand je t'entends dire ça, je me dis, est-ce que aussi finalement c'est pas dommage? Parce que tu as aussi les autres skills, les compétences pour travailler avec Bruno et Fabrice sur le projet. Donc, est-ce qu'on ne se coupe pas de quelqu'un pour un job qui serait peut-être plus à faire mais bon, à la fois, il faut aussi être très, très expert, avoir la vision. Donc, c'est intéressant. Absolument. On ne peut pas tout faire. Et en même temps, Bruno et Fabrice, ils sont très, très capables de point de vue technique et scientifique. C'est une équipe unique au monde. Ouais. Ils sont vraiment uniques. Et c'est pour ça que j'ai aucun regret d'avoir laissé la technique. Votre play, c'est quoi? C'est de concurrencer Nvidia? Non, Nvidia, c'est un client. Un client. Exactement. Okay. Oui, alors, quand il y a des startups qui sortent sur le marché et depuis l'early stage commencent à se mettre en concurrence avec ces acteurs, hein, c'est toujours un peu un red flag. On verra plus tard. Voilà. Et nous, en fait, on offre à ces acteurs assez gros, les Nvidia, les Intel, etc., une possibilité pour accélérer leur roadmap de développement produit et en même temps simplifier la vie à leurs ingénieurs, d'architecture des processeurs. Et c'est pour cela que nous, on se positionne comme vendeur pour eux, du coup, ils seraient nos clients. Et là-dessus, j'imagine que ça peut être aussi eux ou d'autres des acquéreurs, parce qu'une fois que toi, tu as réussi à leur vendre des trucs et qu'ils voient que tu as un truc qui leur donne un edge, une rapidité spécifique, ils peuvent se dire, mais moi, je veux l'avoir pour moi et je veux pas que ça aille chez mes concurrents, non ? Potentiellement, oui. C'est tout à fait une dynamique possible. C'est la dynamique plus établie dans ce marché. Disons que quand ces gros voient une startup qui arrive à développer une technologie et qui arrive près de la commercialisation ou qui commence à commercialiser avec des volumes assez importants, alors c'est là qu'effectivement ils commencent à réfléchir, mais est-ce que j'ai envie que ça soit partagé avec d'autres ou est-ce que j'ai envie que ça soit que pour moi parce que c'est stratégique pour mon développement. Tu as des concurrents qui font la même chose, plus ou moins, ou oui, très proches? Il y a des concurrents, notamment c'est des startups qui proposent des liens optiques toujours pour répondre aux mêmes besoins. Et c'est des startups qui se trouvent surtout aux États-Unis, comme ça arrive très souvent. Et disons que notre différenciation par rapport à ces concurrents, c'est que nous, on apporte l'innovation au niveau des composants qui sont à la base du produit. Nos concurrents utilisent des technologies état de l'art photonique, c'est-à-dire les lasers et détecteurs qu'on connaît, qui sont utilisés pour les longues distances aussi, du coup, pour la fibre optique par exemple. Et ils cherchent d'adapter ces composants pour des architectures alors de processeurs intégrés. Du coup, il n'y a pas forcément c'est un peu compliqué parce que justement, on n'a pas les mêmes standards pour des longues distances ou des très courtes distances. Alors nous, en fait, on a développé une technologie clé qui est compatible, c'est-à-dire on peut développer un produit plug and play. On ne va pas demander à nos clients, vas-y, il faut révolutionner complètement ton architecture pour que ma solution puisse pénétrer dans ton système. Et en même temps, c'est une technologie où on miniaturise les composants importants. Je dis souvent que on est en train de suivre la même roadmap que l'électronique, mais avec un temps de retard en photonique, du coup, sur la miniaturisation des composants. Là, c'est pas de l'électronique, c'est de la photonique, c'est ce que tu dis. C'est de la photonique. Il n'y a plus de l'électro, c'est photo. On peut l'appeler optoélectronique, dans le sens que c'est des composants qui sont pilotés électriquement, mais qu'à travers ce pilotage peuvent créer un signal lumineux, du coup un laser, disons. Ok. Dans combien de temps on aura du encoding qui tourne pour un usage industriel? Alors, notre horizon, c'est l'horizon 2030. À l'horizon 2030, l'idée, c'est d'accélérer maintenant avec l'industrialisation de la technologie
et d'arriver entre 2028 et 2030 à commercialiser du haut volume. Après, des prototypes, même avant, mais les prototypes servent juste à valider des étapes techniques et ne seront jamais après utilisés pour des applications dans la société. C'est incroyable parce que donc Benoît Leménian de Vercors, avec qui j'enregistrais ce podcast Génération It Yourself, il me disait, bah là, tu vois, on développe des choses, on développe nos batteries, mais j'ai même pas de commerciaux réellement parce que j'en ai pas besoin. De toute façon, j'ai pas de produits qui sortent des usines. Donc, tu vois, alors il a un gros partenariat, il a vendu, tu vois, à Renault, sa production pour les premières années tout entière. Mais il doit quand même respecter un cahier des charges de temps et tout. C'est super intéressant de voir un peu les durées de ces choses-là. C'est-à-dire que toi, tu es entre 4 ans, 5 ans environ pour avoir vraiment un produit qui tourne pour le plus grand public. Enfin, hyper intéressant. Souvent, les boîtes, elles peuvent être achetées avant même la mise sur le marché de toutes ces choses-là ouais. Ça peut arriver aussi. Ça dépend toujours du niveau de stratégique qui est... que les gros attribuent au projet des startups. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie d'attendre la commercialisation massive et potentiellement de devoir racheter la startup à plusieurs milliards, ou alors c'est mieux anticiper, dépenser un peu moins et en même temps développer déjà en interne pour démarrer la commercialisation massive. Ça, c'est les gros sujets. Ça, après, de notre côté aussi, c'est une stratégie à garder en tête parce que il faut quand même être attentif à ne pas dépendre uniquement d'un seul acteur, parce que ça risque d'être très compliqué et dangereux. Si jamais un partenariat tombe par terre, il faut avoir toujours une alternative prête. Mais disons que le niveau de stratégie de ces secteurs est très très important. Et il faut être capable de gérer ces acteurs en même temps. C'est dans un autre épisode avec le fondateur Aurélien Demeaux d'Electra qui fait des chargeurs de vos véhicules, tu vois. Il a levé 600 millions d'euros et il me dit qu'en fait ses concurrents sont Total et EDF. Et Total fait 21 milliards d'EBITDA l'année dernière, EDF 10. Enfin, tu te dis, bon, 600 millions, c'est tout petit, en fait. Tu dois être un peu dans le même contexte de temps en temps. C'est-à-dire, 3,5 millions, tu te dis, c'est extra pour un projet qui est vraiment très, très early. Mais à la fois, c'est tout petit par rapport à ce que doit pouvoir mettre Nvidia sur un projet comme ça. Exactement. C'est des projets qui demandent beaucoup de ressources. Notamment le développement hardware, ça demande non seulement du dérisquage R&D, et alors on parle de mesures, etc., mais ça demande aussi de l'industrialisation et c'est ça qui coûte extrêmement cher. Et après, une fois que l'industrialisation est établie, c'est là qu'il faut être capable de respecter des volumes, de respecter des performances au niveau, comme tu disais tout à l'heure, de la durabilité. Ça ne peut pas mourir après une semaine. Il faut valider que ça soit valide sur le long terme, le produit, que ça respecte certaines températures. Le test, la production, je fais un wafer. Est-ce que dans un wafer, tous les composants que j'ai fabriqués sont parfaits ou il y en a certains qui ne fonctionnent pas? Incroyable. C'est toute une série de choses à valider. Et tout ça s'est traduit en besoin de beaucoup d'argent. Parlons rapidement, justement, puisqu'on parle d'argent, de levée. Donc 3,5 millions, tu m'as expliqué pourquoi. Ce qui est difficile, c'est de me dire, donc souvent une levée, tu me dis je sais pas si tu as le droit de le dire ou pas, mais moi je suis pas au courant, donc je peux te le dire, mais 3,5 millions, généralement tu vas avoir une valo qui va être aux alentours de 15 millions, entre 15 et 20, c'est ça à peu près? C'est un peu moins. Ok, un peu moins, ça dépend, bon, voilà. Mais ce qui est super compliqué, c'est qu'alors peut-être post-pré-money, bon, enfin voilà, entre 10 et 15, donc j'imagine, tu vas avoir une valo qui est même pas liée à une valeur marché, c'est un état d'avancement, c'est très... comment on valorise une boîte comme ça? On valorise la boîte en montrant toute une série de performances et dire, par rapport aux milestones fixés, montrer qu'on les a validés dans les temps respectés et surtout dans une roadmap sur le long terme qui est respectée pour arriver en commercialisation le plus rapidement possible. Tout ça, c'est ce qui est regardé par les investisseurs, notamment en termes après de reliability, du coup avoir des courbes qui montrent effectivement c'est quelque chose qui ne pète pas après une semaine mais qui dure pour plusieurs années, ça c'est parfait. Toute une série de choses très importantes et fondamentales pour la production massive doivent être montrées et respectées. Et ça, c'est comment la boîte prend valeur. Et ça, quand tu as 3 chercheurs qui viennent plutôt des mondes universitaires, le côté délivré,
ne pas être trop dans du fondamental et plus dans du tac-tac, être capable de respecter ou d'aller plus vite, respecter les deadlines, etc., d'être très focus, c'est quelque chose que vous savez faire, c'est quelque chose que vous devez forcer à faire C'est quelque chose qu'on sait faire parce que de toute façon, déjà au niveau académique, on ne faisait pas de la recherche fondamentale, on faisait de la recherche quand même appliquée pour développer des composants à tester. Et de toute façon, après, ça s'est traduit aussi avec le support de nos collaborateurs. Déjà avec nos fonds d'investissement, Ilaya, Early Bird et OVNI, qui nous aident aussi à accélérer notre roadmap, et évidemment par le recrutement de talents, et ça c'est clé. Faire comprendre aux gens, on ne vous recrute pas pour faire de la belle recherche, pour s'amuser, mais on vous recrute pour faire, accomplir des milestones. Et on est sûr, pour les recrutements qu'on a déjà fait, qu'on a prévus, que c'est les meilleurs. C'est des gens vraiment très talentueux. Maintenant, il faut leur donner tous les moyens possibles pour qu'ils soient capables de délivrer dans des délais courts les objectifs fixés. Comment ça s'est passé, ta recherche de fonds? Comment s'est passé au sens large et avec OVNI? Alors, c'était une recherche des fonds qui a démarré l'année dernière. Alors, nous, on a créé la startup en mars 2023, à la fin du mois de mars. Et peu après, sans forcément le vouloir, on a démarré notre roadshow, dans le sens qu'on s'était dit, il faut de toute façon qu'on lève des fonds là. Et on peut commencer à contacter des fonds d'investissement. Au début, typiquement, l'idée, c'est on va faire un peu, entre guillemets, l'exercice pour un peu quels sont les feedbacks, où est-ce qu'on doit améliorer dans notre pitch, dans notre roadmap, etc. Et on s'est rendu compte que depuis le début, on avait déjà une bonne puissance de frappe avec les investisseurs. Alors c'est là qu'on a déclenché ce mécanisme presque de façon pas volontaire. Alors là, on était dans les jeux, dans les games complètement. Okay. Et entre ces fonds, disons qu'avec OVNI, on est rentré en contact durant l'été, effectivement. Et ça, c'est un processus qui a duré pas très longtemps. Parce qu'on avait un alignement, on était en phase sur la vision, notamment. Tu as rencontré qui? Arnaud? Augustin. Augustin, ok, super. Et depuis le début, on voyait que du côté OVNI, ils étaient vraiment convaincus par rapport à ce qu'on proposait. Et c'est pour ça que ça n'a pas pris très longtemps. Je ne doute pas que mes associés soient beaucoup plus intelligents que moi, mais Augustin, il comprend tout ça, tout ce que tu fais? Alors, il comprend. Je pense qu'il ne comprend pas les détails techniques, en tout cas, mais ça, c'est normal. On a fait une due deal où il y a des gens d'autour, des LP ou des gens de chez OVNI qui sont venus regarder ou qui ont échangé avec toi? Il y a eu des mises en relation, effectivement, pour discuter un peu de la partie un peu plus technique. Effectivement. Mais après, ça arrive avec tous les fonds d'investissement. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste pour essayer de comprendre comment on valide un peu tout ça. Tout à fait. Mais l'idée, c'est d'avoir des experts dans le réseau qui puissent valider ou pas, ou leur poser des questions pour voir comment on réagit, etc. Et surtout pour voir si on a réfléchi à des sujets qui peut-être sont très importants, mais qu'on n'a pas forcément inclus dans notre roadmap, dans notre deck. Est-ce qu'il y a eu une bataille entre les investisseurs pour prendre plus, moins, un lead, ou ça s'est bien entendu? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la FOMO, la Fear of Missing Out. Oui, ça, on a remarqué qu'en tout cas, effectivement, il y a quelque chose là-dedans. Et ça fait partie d'un jeu d'intérêt. Et il y a des Legos aussi, hein, c'est normal. Il y a les Legos entre les entrepreneurs, c'est pareil avec les investisseurs. Mais de toute façon, à la fin, ce qui compte, c'est trouver, de notre point de vue en tout cas, mais même pour les investisseurs, c'est trouver les meilleurs partenaires où la vision soit vraiment alignée et où on comprend qu'il y a du fit, non seulement humain, mais même professionnel. Et ça, c'est le plus important pour conclure un deal, en tout cas. On a dû faire un peu de place. Tu sais combien met OVNI chez vous sur les 3,5 millions? Ils sont en follow, disons. Ils sont pas en lead. Le lead, c'est Elaya. C'est du co-lead entre Elaya et Early Bird. Ok, très bien. Ils n'ont pas essayé de nous kicker, Elaya et Early Bird. Je les appelle, je les engueule. Hein. Non, ça va. Bon, alors, ça va. Bon, on les aime. Très cool. Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous écoutent pour toi? Qu'est-ce que, je sais pas, tu cherches quoi? Tu as besoin de quoi? Des gens, des employés en sales, des chercheurs,
des relations avec IBM, Microsoft, Nvidia, je sais pas quel... Oui, disons qu'aujourd'hui, notre temps est investi beaucoup vers la recherche de talents, notamment ingénieurs, parce qu'on est en train de structurer surtout la partie R&D, même si on a déjà recruté des gens vers le BizDev, vers le Product Development aussi, et même RH. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de structurer rapidement l'équipe R&D pour avancer encore plus rapidement. Il faut quoi comme ingénieur? C'est du hardware, du coup, là? C'est ingénieur hardware, surtout. Nous, en fait, dans notre activité R&D, on fait beaucoup de design, du coup, modélisation de nos composants, de nos architectures. Beaucoup de fabrication, parce qu'on est hébergé au C2N, le laboratoire, où il y a la salle blanche où on fabrique nos puces pour la R&D. Alors ça aussi, c'est très excitant, faire de la nanofabrication, parce que voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et de la caractérisation, évidemment, du coup, mesure dans les salles de manip avec ces étapes de caractérisation. S'il y a des gens qui bossent chez Nvidia, Intel, Qualcomm, tu les connais, enfin, t'en connais déjà, t'as besoin de les voir, t'as besoin de leur présenter, c'est déjà le cas ou... On a déjà des contacts avec ces acteurs à plutôt haut niveau. Mais néanmoins, voilà, c'est des entités tellement tentaculaires que voilà, le plus de contacts tu as, le mieux c'est. Voilà, vous savez, si vous avez un frère, une sœur, une belle-sœur ou que vous travaillez chez Qualcomm, venez. Ou vous êtes CEO d'NVIDIA, alors. Évidemment. Francesco Manegatti, on te trouve sur LinkedIn, c'est peut-être là où c'est le plus simple de t'ajouter? Oui, sur LinkedIn. Il y a la page de la startup Encoding aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre sur notre communication et nos avancements. Illuminating the Future of Computing. C'est sympa. Donc, Francesco Manegatti, Manegati. Et voilà, vous l'aurez sur LinkedIn. Super intéressant. Je trouve ça vraiment très cool de voir un peu le... En fait, ce qui est marrant, c'est de comprendre. Tu sais, c'est assez bizarre parce que je pourrais me dire, moi, je devrais pas comprendre ce genre de choses, mais finalement... Et je me demande parfois si mes enfants le comprendront. Tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, on l'a vécu, l'évolution de la ligne téléphonique à la DSL, de la DSL à la fibre. Et tu sais, même la 5G, la 4G, tu vois... pour eux, en fait, mes enfants à 10-12 ans, ils ont du mal à faire la différence entre le Wi-Fi et la 5G. D'ailleurs, ils disent la Wi-Fi, ça m'énerve. Tu dis là ou le Wi-Fi? Le Wi-Fi. Oui, bon, voilà, truc de génération. Ah oui. Et donc, eux, quand tu dis le Wi-Fi, c'est un truc de vieux. Et donc, là, mais ils font pas la différence. Le seul truc où elle fait la différence, c'est qu'elle a compris que en 5G, ça lui coûtera au bout d'un moment parce qu'elle est limitée. Qu'en Wi-Fi, elle est pas limitée. Donc ça, elle a compris. Ça, c'est bon. Et pourtant, elle est smart, vraiment smart. Je suis pas du tout. Mais il faut que je fasse l'effort, lui expliquer. Le Wi-Fi, c'est dans des réseaux privés à la maison, c'est un truc comme ça. Mais pour elle, c'est juste normal. Il y a du réseau partout. Quoi, il y a pas de réseau ici, mais comment c'est possible, tu vois? Voilà. Et donc, c'est assez marrant, je trouve, de vivre ces révolutions technologiques depuis 20 ou 30 ans et de se dire, tiens, je comprends ce que tu fais, même si je serais vraiment incapable de le reproduire et de le détailler, mais je trouve ça assez cool. Non, effectivement, c'est incroyable aussi, vivre ces passages de génération technologique aussi, parce que... effectivement, dans 10-15 ans, peut-être, on sera même plus capable de comprendre, les interconnexions, effectivement, une fois, c'était du cuivre. Ouh là là, la cuivre alors, peut-être ils vont l'appeler comme ça. La cuivre. Non, et c'est marrant, même je trouve que Illuminating the Future of Computing, je trouve ça cool. Bon, alors qu'un jour, il faudra que ce soit the Computing, parce que ce sera plus le future, ce sera le présent. Exactement. On attendra 2030 pour changer la tagline. Mais même le logo, je trouve ça intéressant, ce que tu as fait... Et à un moment, je me dis, quand je regarde au début, je me dis, c'est peut-être un peu moche. Et à la fois, je trouve que c'est très parlant, en fait. Ça marche vraiment bien. Et souvent, les boîtes tech ont des logos moches. Donc ça va, c'est validé. C'est validé, c'est bon. C'est validé. Les boîtes très tech, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vois. Voilà. Là, disons, on a cherché quelque chose de simple qui pourrait produire un peu qu'est-ce qui se passe dans cette technologie qu'on développe. Du coup, effectivement, le petit point qui représente un peu la lumière, les points sur la i. Non, mais c'est effectivement c'est les deux N qui tout fait sens. Je trouve que c'est très... les deux N qui se connectent. Je trouve que c'est vraiment... Il y a vraiment de l'intelligence jusqu'au logo. Donc, bravo.
Je suis ravi de cette rencontre. C'est la première fois qu'on se voit et je suis ravi qu'on soit on board avec vous dans l'aventure avec Alvo. Merci. Si ça t'intéresse de comprendre comment Alvo a été construit, si ça vous intéresse, vous qui êtes ici, qui nous écoutez, pardon, je dis Alvo, c'est une autre société dans laquelle comment OVNI, il va m'en vouloir, Arnaud, a été construit. Et ben voilà, il y a des épisodes toutes les semaines avec les gens qui financent OVNI, avec nos rencontres avec Arnaud. Arnaud, ce matin, tu vois, ça fait bien la boucle, mais je crois que je lui ai écrit à 6h15 du matin. Je lui ai dit, écoute Arnaud, je vais courir. À 6h20, il était sur un Lime en me disant on se rejoint à Malesherbes. Et puis on a couru 1 heure ensemble. Et puis on a fait notre truc. On a pris vite fait un petit déj. Et salut, au revoir. Et voilà, c'est toujours quelqu'un qui arrive à make things happen, quoi. Il y a toujours, il fait les choses ultra dynamique. Voilà, ultra dynamique. Donc voilà, j'ai beaucoup de chance d'avoir des associés comme ça. J'ai beaucoup de chance d'être avec toi, Francesco, dans Encoding et de découvrir des nouvelles choses tous les jours. Vous avez l'opportunité de nous suivre sur YouTube, sur Spotify, sur Insta, sur Apple Podcast, voilà, un peu partout en vidéo, en audio, et vous comprendrez comment tout ça se fait. Et puis on va tirer cette petite ficelle au fur et à mesure. Un jour, ce sera plus une ficelle, ce sera une petite lumière. Exactement, qui passera d'un N à un N sur Encoding. Merci Francesco, c'est trop cool. Merci beaucoup. Et puis bravo, je suis impatient de voir l'évolution d'Encoding. Merci beaucoup pour cet épisode. À plus, salut. Suivez aussi Francesco sur LinkedIn, Manegatti avec 2 T. À plus.